Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez, chers auditeurs et spectateurs. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus sur la chaîne du Vénérable Apprenti pour entendre des analyses, mais aussi être acteur et proposer les vôtres, soit en étant complémentaires ou en me contredisant. L'espace des commentaires, il est fait pour laisser libre cours à votre expression, je vous lirai avec attention. En général, sur ma chaîne, vous le savez, j'essaye comme ça de regarder l'actualité, d'analyser ce qu'il y a dans ma bibliothèque et de faire correspondre les deux entre conseils de lecture et analyse de l'actualité. Et là, bingo, on est dans le 1000, avec l'édition 1000 et une nuits, le livre de Fabrice Olivet qui se nomme La question métisse. Vous avez déjà eu un premier épisode où on a parcouru l'introduction, et cet auteur nous expliquait qu'il voyage beaucoup dans différents pays et que la France est particulière. C'est le seul pays où l'on remarque qu'il y a beaucoup de métis. En général, les peuples sont assez solides, ils sont homogènes. Rares sont ceux qui vont tronquer leur culture, leur cultuel, leur tradition pour aller épouser celle de d'autres. Non. De temps en temps, il y a des mouvements humains, de façon assez minoritaire, qui apportent des choses, mais on n'en obtient pas un nouveau résultat. C'est-à-dire, ce n'est pas un changement du peuple pour s'acclimater aux autres. Et le problème de la modernité est là. Et je dis pas le monde contemporain, la modernité particulièrement, ça a été de trop s'ouvrir aux cultures différentes, au point d'être dilué, effacé, et c'est là où on se retrouve dans ce que certains appellent le multiculturalisme. C'est prôné comme un progrès, et pourtant, je ne crois pas que la France historique soit, on va dire, à la base de ça. La France historique, c'est des rois, c'est des dynasties de sang, qui en général gouvernent sur quelques contrées. Ayant plusieurs groupes humains qui existent, pourquoi pas du métissage tout au plus entre pays voisins, enfin ce que par la suite ça deviendra en nation, d'accord, les Romains laissant place après à l'Italie, les Celtes laissant place à la France, j'accélère un peu les processus, mais pour vous montrer les frontières qui s'établissent, mais avant ces frontières, on en avait d'autres qui étaient dessinées, des redécoupages différents, mais même s'il y avait un petit métissage, ce n'était pas ce qui venait de l'autre bout du monde. Nous n'obtenions pas un croisement avec des Africains noirs en France et des Blanches, ou encore avec des Asiatiques mélangés à des Latinos, où on pourrait comme ça faire plein de croisements. Non, ça n'était pas le cas, et c'est ce qui nous explique dès le début. Le problème, ça a été, après, l'idée de classer les peuples et de dire que certains devaient être éduqués, croisés, en arriver à l'idée de l'augmentation. Comment? Eh bien, en envoyant des missionnaires, et petit à petit également en ayant des colonies. Et ça a été tout le dilemme. Une fois que la France, par exemple, possédait des colonies, eh bien, certains esclaves pouvaient être libres, il y avait également des commerçants qui venaient, et qui, certainement, laissaient libre cours même à des hommes pour se croiser avec d'autres peuples. Ce qui conduisait à des enfants, pour certains illégitimes, ou dans l'idée qu'ils sont abâtardisés, et donc à la question métisse. Les métis, c'est cette race intermédiaire, si on parle en termes de race, ce que je n'apprécie pas, je vous le répète, mais c'est les intermédiaires, c'est-à-dire ils ont le cul entre deux chaises, et si eux-mêmes se métissent avec d'autres qui sont issus de métissage, les enfants ont le cul entre 8 et 10 chaises ou plus, avec les parents, grands-parents et compagnie. Donc ils n'ont plus de vraie identité. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'identité? On nous dit c'est un mythe, le mythos. L'idée qui adviendrait où l'on met plusieurs couches sur la réalité. On dit que l'identité, ça serait, hop là, on met une première, la linguistique. On s'en remet aux Égyptiens, rien de Phéniciens, à ces Grecs également, face aux Perses, entre autres. Le barbaros, celui qui ne parlera pas la langue, avant que Xerxès laisse libre cours à sa colère. Nous avons cette idée que c'est également, ni plus ni moins, la couleur de peau. Ça arrive à certaines périodes de l'histoire. On se reconnaît en quelqu'un qui nous ressemble, on va dire ça comme ça. Et puis, ça va plus loin. C'est également la possibilité de se défendre. C'est des cultes qui se mettent en place, des rites. Donc on est sur le cultuel. On a le culturel qui s'y ajoute, la façon de manger, de se vêtir, de bâtir au niveau de ces bâtiments, l'architecture. C'est un ensemble. Et c'est là qu'on en obtient après des peuples résultats, comme le dirait d'ailleurs René Martial. Le truc, c'est que ça va être poussé encore plus loin. On a Charles Darwin qui arrive
Et avec quelques scientifiques et d'autres encore ingénieurs, ils essayent de comprendre l'évolution humaine, ce qu'on appelle l'anthropologie, même certains diraient l'anthropobiologie, puisqu'ils ne se remettent pas seulement aux vestiges, à quelques objets découverts, à des traditions qui ont perduré, ils essaient également de s'en remettre à l'ordre biologique. Donc l'épigénétique, par exemple, interaction avec l'environnement qui vient à modifier ton corps, et même à modifier le peuple, quelque part. Tout ça mène à ce que Charles Darwin, à un moment, propose, avec l'héritage de l'expérience des poids de Mendel. Donc d'abord, on travaille sur les végétaux, on essaie de comprendre comment on obtient des croisements, on a les botanistes qui s'intéressent à tout ça, puis aux animaux, et enfin, on aboutit aux humains. C'est vraiment de comprendre cette complexification de l'évolution. Et cette origine des espèces conduira à un déclaratif où les humains sont des cousins de d'autres animaux, en l'occurrence des singes, et qu'il y a eu plusieurs variétés de ces derniers, jusqu'à conduire à Homo sapiens sapiens. D'accord, il y a toute cette hypothèse, même de certains croisements qui sont effacés à un moment. Et ça laisse libre cours à certains qui disent que si c'est le cas, et qu'on est le fruit d'une évolution et d'une sélection naturelle, certains sont arriérés parce que leur environnement ne leur a pas permis une belle croissance, et d'autres sont la pointe de l'humanité. Et donc là, ça donne une fresque de ceux qui seraient supérieurs versus les pigmentations différentes que l'on a catégorisées en groupes directement, de crétins, de gens qui ont peut-être une forte musculature, mais qui n'ont pas d'intelligence. Et c'est comme ça que vous obtenez du blanc jusqu'à la peau noire et enfin la peau rouge. D'accord, et ce qui permet également les conquêtes, d'asservir avec moins de culpabilité des peuples, donc de faire des colonisations. Vous l'avez très bien compris. Ça va être poussé plus loin. Darwin, lui, il va dire non, moi je suis pas raciste. Après, on a le comte de Gobineau. Lui, il rentre en action, et au début, il veut expliquer quelque part que les noirs ne pourraient pas se mélanger avec les blancs parce qu'on est sur des espèces différentes. Genre, c'est pas des races, c'est des espèces carrément. Et là, ça tombe à l'eau. Il comprend qu'il y a des métis, puisque c'est le sujet du jour, et que des croisements existent entre des noirs et des blancs, entre des arabes et des asiatiques. Et on peut comme ça élargir les choses. Donc, on est dans la même espèce humaine. Par contre, il faut expliquer ces différences. Et celle-ci, il essaye d'y mettre un nom, d'une explication, il y va de sa propre expérience et analyse, et il parle de race. Donc vous avez le comte Arthur de Gobineau, qui rejoint après tout ce qui sera de l'ordre du social-darwinisme. Ce qui va en fait léguer une ambiance collective, une certaine atmosphère, qui va servir entre autres pour le Troisième Reich, avec Adolf Hitler, qui va notamment écrire dans Mein Kampf, Mon combat, qu'il y a des différences avec d'autres peuples, et l'adversaire premier, ça sera les Juifs. C'était un antisémitisme d'une époque, qui avait en fait disparu pendant un temps, puisqu'on se rappelle, les Juifs a été chassés du Portugal et d'Espagne, une minorité faisait des malversations, la majorité était dans le viseur, et donc ils avaient dû partir entre Ashkénazes et Séfarades. Toute une route quelque part qui s'organisait, une sorte d'exil. À la suite de ça, vous avez donc Adolf Hitler. Il se saisit de ces dossiers. Il essaye de récupérer avec lui des gens qui pensent comme ça. On parle qu'il a une bibliothèque immense, avec des livres qui sont dédicacés par des écrivains, des auteurs de ces époques, accentuant vraiment le rythme sur cette différence et surtout sur le problème de la France. Puisque là, on vient dans les années 20, les années 30 à peu près. Et le problème de la France, c'est quoi ? C'est qu'elle s'est laissée supplanter par ses gouvernants, qui ne sont donc plus de l'ordre royal, mais là bien dans la dynamique de ces républiques, et que ces derniers travaillent à métisser, à ramener des gens des colonies, et à l'aboutissement de ce que Kalergi pourrait écrire en 1923, c'est-à-dire supplanter la dynastie de sang par une sorte de dynastie d'esprit, mais surtout expliquer que si un peuple reste refermé sur lui-même, il devient médiocre. Il tombe dans une décadence. Et c'est comme ça qu'il voulait, finalement, obtenir des croisements. Je vous avais parlé également de René Martial avec Métis, qui nous expliquait que de temps en temps, il était bon d'avoir un petit peu de croisement parce que ça ramène des forces de d'autres, et inversement, nous, on peut apporter aussi notre lot. Donc il est intéressant, par exemple, d'avoir des blancs français qui partent ailleurs pour se métisser, apporter leur, on va dire, leur génétique, et que des Noirs, des Arabes, des Asiatiques
soient également en migration vers la France, émigrer sur notre territoire pour également se croiser. Mais tout ça avec une question de proportion, d'accord? Sinon, après, ça donne un remplacement. Bon, ceci étant dit, on aboutit à quoi? Donc à Adolf Hitler qui tombe dans l'antisémitisme, qui va en supprimer certains et qui met une apparence sur la réalité, une sorte de filtre où il déclarera qu'il y a une race aryenne et que celle-ci est supérieure aux autres. Et l'un des adversaires sera la France, vous l'avez compris. Maintenant, puisqu'on est à peu près à 10 minutes d'introduction, pourquoi je vous ai dit que c'est lié à l'actualité? Eh bien, dans les pages qui vont suivre, on va parler d'antisémitisme avant d'aboutir après à d'autres formes de racisme qui existent. Et en France, nous avons importé une religion qui a, notamment dans sa sourate 9, verset 30, la haine des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire, ne prenez pas alliés parmi eux, ce sont des mécréants, que Dieu les anéantisse, donc cette haine qui est là, qui s'alimente. On se rappelle même que Albert Speer avait écrit sur le Troisième Reich, ce qui se passe à l'intérieur, les propos de Adolf Hitler, qui était un amoureux de l'islam, qui voulait de l'islam par contre sans les arabes, parce qu'on rappelle qu'il était quand même raciste. Ok ? Là, en France, on a du chaos partout, on a très bien vu qu'au niveau des cités, c'est un bordel monstre, que nous avons beaucoup de Wallah, Wallah qui créent de l'enflammement, des problèmes de vivre ensemble, puisqu'ils veulent imposer leur dogme d'un autre pays. Ils ne veulent pas vivre à la française, ils veulent vivre en blédard chez nous. Et ça, c'est inacceptable. Et ça va plus loin. Cette semaine, un rabbin a été agressé. Coup de chaise, et c'est un Palestinien réfugié qui l'a frappé. Il y a 2-3 semaines, on a eu encore un autre juif qui a été attaqué. D'accord ? Il y a maintenant, je crois, quelques mois de ça, et là ça passe en jugement, une jeune fille juive de 12 ans, qui à Courbevoie, donc dans le 92, a été violée par 2 suspects convertis à l'islam et un autre d'origine maghrébine, et on sait maintenant, après enquête policière, que lors de la séquestration de ces jeunes filles, l'un lui a demandé de se convertir à l'islam et de répéter une profession de foi, avant de l'agresser. Donc c'est vraiment la haine du juif, l'idée de l'humilier et de lui faire même renier sa propre religion. C'est vous donner l'atrocité du monde actuel. Je n'omets pas, puisqu'il faut toujours avoir la vision entière des choses, que des juifs ont aussi simulé des agressions. Nous avons une femme hystérique qui avait tagué devant chez elle des croix gammées, des insultes contre les juifs. C'était elle, d'accord ? Également, on a aperçu une autre affaire où il y en a un, pareil, il avait fait des tags anti-juifs. Bon, il s'avère que c'était un juif. Tout ça pour alimenter aussi une certaine peur de dire maintenant il faut être plus efficace. Nous avons repéré il y a quelque temps de ça Van der Leyen avec Hanouka là, en train d'allumer cette lumière, on va dire cette bougie, et déclarer qu'il faudra lutter sur la haine, et particulièrement depuis Internet, pour censurer les gens, contrôler les postes, et qu'avant tout, ça sera défendre les lieux de culte des synagogues, donc des juifs, et tout ça. Et surtout déclarer que l'Europe avait des valeurs talmudistes, alors que le Talmud est immonde. Je vous invite à le lire, Sanhédrin 55a, 67a et b, 64a également, et vous verrez les insultes envers les chrétiens, les abominations en termes de relations d'adultes avec des enfants, il faut le dire. D'accord ? Donc moi, je n'ai pas de souci avec ça. Il y en a certains qui me disent, oui, tu tapes que sur l'islam. Non, j'ai déjà fait l'exercice pour montrer que les juifs avaient fait de l'esclavage. J'ai fait l'exercice pour montrer que les protocoles des sages de Sion en soi avaient été même accomplis par Adolf Hitler. J'ai dénoncé le talmudiste qui est Richard Koudenov-Kalergi. Là, j'ai également parlé à 2 ou 3 reprises du Talmud. Je vous en reparle encore aujourd'hui. Non, je n'ai pas comme ça cette limite de ne pas pouvoir montrer du doigt également un autre problème. L'entièreté est présentée. Ceci dit, vous avez très bien vu que vous n'avez pas de petite musulmane de 12 ans, 13 ans, et fort heureusement, qui se retrouvent séquestrés soit par des chrétiens ou des juifs, et on la viole et on la force à faire une autre profession de foi, ça n'existe pas. D'accord ? Vous n'avez pas des chrétiens ou des juifs qui sortent dans la rue et qui vont planter des gens en disant, je sais pas, pour le chrétien, Alléluia, pour le juif, allez, imaginons, il dit Yahvé, ou je sais pas comment il pourrait prononcer les choses. Ça n'existe pas, vous n'avez pas ces actions de la part des juifs et des chrétiens.
Par contre, des musulmans, tous les jours, vous en avez. Alors, je dis bien des et pas les, mais ça commence à faire beaucoup quand même dans le pays, qui poignardent, qui vont violer des gamines, même des handicapés, des vieilles également, et qui jurent, voilà, qui sont en bas des bâtiments en tenant des fours, en se faisant des règlements de compte. Ça n'existe pas du côté chrétien. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont fait du mal et tout. Je veux dire par là qu'il n'existe pas d'endroit en France où vous avez des chrétiens qui sont en majorité et qui exerceraient ces phénomènes de gang. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas au Mexique. Nous ne sommes pas en Colombie. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne suis pas aveugle de voir que dans d'autres pays, il y a des conditions qui leur permettent d'être des criminels, pour certains qui se déclarent chrétiens. Mais là, on est sur la situation de la France. Et il s'avère que en important le conflit israélo-palestinien, puisque certains revendiquent une haute intelligence. Ils ont compris la situation. Ils savent que les Palestiniens, c'est les gentils, les Israéliens, c'est des méchants. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas l'idée de Tsahal qui sont horribles, mais d'autre côté, du Hamas également qui fait des choses sordides. Non, ils n'arrivent pas à avoir un équilibre et une vision globale des choses. Donc ils restent dans le monde béni oui-oui, les gentils d'un côté sont persécutés, si jamais ils prennent les armes, c'est qu'ils ont été obligés, et que de toute façon c'est un djihad, c'est l'appel au combat dans les sentiers d'Allah. D'accord? Ça à retenir. Qui est attaqué derrière? Ah, les Britanniques dans un premier temps, mais en fait on en appelle à la France également. Puisqu'il y a eu les accords Spike, je crois. Alors, comment ça s'appelait déjà? Non, Sykes-Picot, plutôt. Picot-Sykes. Et de là, il y a eu un redécoupage. Et puisque, à un certain moment, la Palestine était entre les mains des Britanniques, eh bien, il y a eu, comme ça, une correspondance établie, entre autres, avec le Moufti, qui n'était pas forcément en accord sur l'idée de laisser des terres. Mais pour autant, il y avait bien des... comment je pourrais dire ça, des propriétaires qui ont signé les documents de façon officielle. Ils ont vendu leur terrain pour les juifs, soi-disant pour les sauver. En fait, c'est pas du tout ça. Ils ont vendu les terrains pour faire de la maille. C'était un moment où pour eux, dans leur contrée, il y avait quasiment rien. En fait, c'était désertique. Et donc, prendre des millions, voire plus, et pouvoir s'expatrier dans un autre pays, et finalement faire fortune et vivre dans de meilleures conditions, ils ont accepté. Puis, les Juifs venaient petit à petit au compte-gouttes, et après, en 1848, il y a eu la reconnaissance donc de Israël. De là, il devait y avoir en soi une cohabitation qui n'a jamais pu se faire parce que des sionistes étaient extrêmes et voulaient de toute façon provoquer les problèmes, et de l'autre, certains pensaient, il faut le dire honnêtement, que c'était le temps eschatologique, que des Juifs revenant en Palestine, et en plus alimentant un certain conflit ethnique, religieux et compagnie, viendrait à provoquer l'arrivée de El Mehdi. D'accord? Ça, faut le comprendre. Les gens qui étaient là-bas se disaient, on va vendre nos terres, et de toute façon, c'est quelque part historique, et c'est même, devrais-je dire, de l'ordre de la fin des temps, ils vont revenir, ils n'ont pas été totalement massacrés en Europe, mais la fin se produira en Palestine. C'était l'objectif. Puis finalement, ça ne s'est pas fait. Au contraire même. Apparemment, il semble que Dieu ait apprécié cette présence et fait en sorte que les terres puissent produire. Même plus que de raison, quelque part. Donc, c'est de nouveau fertile. Après, on a les problèmes avec la ville, Césarée, Rothschild et compagnie, mais passons. De là, les gens venant de d'autres pays que l'on a accueillis en France, disant « mais nous, on vivra comme vous, on ne vous posera jamais de problème avec notre religion », ont commencé les revendications. Construction de mosquées, boucherie halal, faisant chier également dans les cantines, au lieu de retirer les gamins du midi ou de leur préparer un casse-croûte, non, il fallait absolument que le français qui était chez lui s'adapte à ces nouveaux arrivants. Donc forcer à ce qu'il y ait du halal et compagnie. Ou du moins, y supplanter, si c'est pas de la viande, on met du poisson, bref, vous comprenez les choses. Donc du plus petit âge jusqu'à ces anciens, à tous les niveaux, on nous a emmerdés. On nous a dit non, vous ne vivrez plus comme c'était le cas jusqu'à présent en français, en bon gaulois ou même à la rigueur un peu plus ouvert en monde occidental, vous allez vous plier à un certain monde oriental et pas de l'idée du christianisme entre guillemets. Donc, les gens sont venus, on les a regroupés pour certains, ils sont venus de leur gré. D'accord ? Pour la plupart, ils n'ont pas été faits prisonniers. Première vague vraiment qui est intense, donc c'est à la suite des colonies. Okay, particulièrement avec les Algériens. Il semblerait qu'ils aient trouvé du bon vivre en France, puisque même
après 1964, quand ils se libèrent, ils viennent où? La principale destination, c'est la France. Pour nous dire one, two, three, l'Algérie, c'est les meilleurs, mais ils veulent jamais vivre là-bas. Parce qu'ils savent que leur gouvernement est corrompu à tous les niveaux, que c'est la misère sociale et sociétale là-bas, qu'il y a des problèmes d'alimentation en eau, que les routes ne sont pas encore en très bon état, et donc il y a un développement qui n'est pas là. Plus la population assez agressive pour certains, issue, on le sait, de consanguinité et compagnie. Donc ça fait beaucoup de désastres. Ceci dit, ils sont venus en France, ils ont été accueillis. Puis on a la Première Guerre mondiale, hop, ils sont quasiment repartis. Pour 40-50% des gens, ils sont retournés dans leur pays d'origine. On a déjà vu une part de lâcheté quelque part s'exercer. Mais passons. Il y avait quand même des vaillants, et il faut aussi le reconnaître. 1939 à peu près, ça y est, là c'est la Seconde Guerre mondiale, et la France est dénoncée d'ailleurs par Adolf Hitler, puisqu'il dit qu'il recrute des nègres. D'accord? C'est comme ça, Hitler insulte les Noirs, et nous on se retrouve avec les tirailleurs sénégalais, qui incluent les Mauritaniens, les Sénégalais, les Maliens, et encore d'autres pays voisins, qui vont venir combattre pour la France, mais avant tout qui vont déjà être organisés et entraînés en Afrique. D'accord? On aura également des Marocains, pareil, entraînés, etc. Tout ça, ça va venir combattre. Quelques dizaines de milliers de personnes, et on nous laisse entendre aujourd'hui qu'on est redevable sur des millions de personnes. Là déjà, c'est dramatique. Ensuite, nous dire, la France a été sauvée, elle ne parle pas l'allemand. Très bien. Mais la France sauvée pour parler des langues d'outre-Méditerranée, il ne me semble pas que ce soit une victoire. Sachant en plus qu'en ayant importé les gens venus d'ailleurs, eh bien, c'est la haine qui a été inclue avec ces gens passés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine des colonisations, ça ils ne le pardonnent pas. Ils ont la haine pour certains des chrétiens, voire même de l'assistance aux juifs, puisqu'on rappellera, et c'est décrit dans ces livres, que principalement quand on arrive au métissage, c'est particulièrement par les juifs, puisque entre autres ils vont être sauvés des problèmes également en Algérie, d'accord, pour être en France. Parce que certains diraient les harkis, les pieds noirs, etc., donc soi-disant des traîtres, alors que leurs parents et même les descendants ont été les premiers dès qu'ils ont pu avoir un billet à venir en France, pour toucher des aides sociales et pour continuer leur sorte de conquête du territoire par une revanche. Ça, on l'a très bien compris. Bon, dans un peuple, il s'avère que, en général, ceux qui veulent défendre l'identité, majoritairement, sont des hommes. On ne sait pourquoi les femmes tombent dans la traîtrise, mais on l'a vu, des femmes couchent avec des boches, des femmes couchent avec des SS, il y en a eu par milliers. Aujourd'hui, des femmes qui couchent avec les nouveaux colons que sont les Africains musulmans, on en voit aussi par dizaines de milliers. Donc ça pose un problème. D'ailleurs, elles en régularisent certains. Et tout ceci conduit à quoi? À une cocotte minute, à un choc des civilisations, et c'est là tout le problème. Mais avant tout, parlons pour aujourd'hui des Juifs. Je vous propose de reprendre à la page 17. Alors, hop, que je regarde, page 17, très bien, c'était ça. Plus sérieusement, les centaines de milliers de familles endeuillées par l'un des épisodes les plus épouvantables de l'histoire africaine méritent mieux qu'une vulgate inspirée par le nombrilisme français. Insensiblement, bien que n'étant pas dans le secret des dieux et ne connaissant pas le détail de l'histoire, je retrouve alors mes vieux copains les Blancs, ceux qui sont persuadés que les Noirs ont été, sont et seront toujours des objets que l'on manipule, mais jamais des sujets qui agissent. Ça, c'est un message pour les gauchistes et les socialistes qui veulent toujours dire les pauvres racisés. Ou encore, qui dénoncent la discrimination pour en produire une autre, ce qu'ils nomment la discrimination positive, ce qui a été d'ailleurs validé même par Nicolas Sarkozy. On rappelle en dehors de sa trahison lorsqu'il nous repasse en 2009 le traité de Lisbonne pour répondre au nom de cette constitution européenne à plus de 50% de la part des Français, en 2004 je crois. Donc lui il passe en 2007, il nous fait différentes arnaques, il envoie de l'or par tonnes aux Américains, il nous arnaque également sur l'imprimerie nationale, bref, il nous la met à l'envers partout où il peut, même avec Christine Lagarde sur les OGM et le pourcentage de pesticides, etc. autorisés dans le bio, par exemple. On va plus loin, puisqu'ils sont en fait en train de tout détricoter. Ce Sarkozy avait promis que ça serait un retour à l'identité, c'est-à-dire on sauvera ce qui est vraiment le peuple français. On remettra de l'ordre, et ceux qui ne veulent pas s'acclimater ne seront plus les bienvenus. Pour finir
par créer un discours, je crois que c'était en allocution devant les Russes, il me semble, je l'ai remis dans le livre La guerre ouverte contre les peuples, et que fait-il? Eh bien, il en arrive dans son discours à déclarer qu'il faut mieux inclure les ZUP, par exemple, les quartiers, donc il faut faire ce qu'ils appelleraient de l'ouverture sociale, et donc produire de la discrimination positive, à savoir que les entreprises devront privilégier un certain quota afin qu'il y ait tant de Noirs, tant d'Arabes, tant d'Asiatiques, bon principalement tant d'Africains, parce qu'on sait très bien que cette ouverture et cette trahison, c'est pour remplacer le monde européen par un monde africain, dans le projet de la Pan-Europe. Et la Pan-Europe, c'est quoi? C'est l'Eurabia. Avec l'idée que le prochain califat, puisque certains se sont exercés par la Turquie, et bien que le prochain califat, il pourrait être englobé, c'est-à-dire renaître quelque part de la Turquie, mais elle étant inclus dans l'Union européenne et y ayant ajouté l'Afrique du Nord avec quelques autres pays africains. Ça, c'est l'objectif qui est visé. Et on a l'impression que c'est ce à quoi on aboutit. Quand on voit l'Union européenne financer du Coran européen, des George Soros, influencer des associations pro-islam, que l'on a toujours plus de revendications, voire même des politiques comme LFI ou encore des partis socialistes, déclarer qu'il y a de l'islamophobie ambiante et donc il faudrait interdire la critique de l'islam. Vous comprenez où on en vient. Et ceci pourquoi? Parce que l'islam est une création des talmudistes. Donc, quand Van der Leyen déclare que l'Union européenne aurait cette histoire talmudiste, et que les travaux ne sont pas faits, financés pour déclarer qu'en effet il y a des racines talmudiques, non. Les travaux sont exercés pour dire qu'il y a des racines musulmanes en Europe, de l'influence, particulièrement avec la péninsule ibérique, avec notre Espagne qui remonte à la France, etc. En fait, le projet d'Adolf Hitler d'avoir des musulmans mais qui soient germains continue sa course. Ça ne s'est pas stoppé. Juste il fallait dissimuler, et à quoi servaient les guerres? À détruire principalement les chrétiens et des blancs identitaires. Pour en aboutir à plus jamais ça, de la fragilité, et des hommes qui ne sont plus des hommes, déconstruits. En revanche, on importe les autres sans les déconstruire, et vous comprenez qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus de résistance. Les colonnes vertébrales elles sont comme ça, en partie en scoliose, ils sont dans un mauvais état. Et les autres qui arrivent, on essaye de les laisser avec leur hargne, leur possibilité d'action. Donc ça donne quoi? Ça donne, dans le résultat, des petits blancs petit à petit qui deviennent fragiles, se font massacrer, et oui mais non, on fera pas de généralité, on se laisse comme ça torturer de jour en jour, et puis de toute façon on doit bien payer notre passé, on avait bien fait ça. Ah, on avait bien, comment ça? Le on ne peut exister. Si toi, à une autre époque, tu n'étais de ce monde, tu ne peux t'inclure dans un on. Tu n'es donc pas coupable, espèce de con. Tu n'es pas là à devoir rendre des comptes sur des colonisations, sur des guerres, sur des problèmes religieux ou autres. Tu agis en ton autorité. Et ça, beaucoup l'ont oublié. Donc ils se fouettent, vous voyez, ils se font du mal à eux-mêmes pour essayer de demander repentance. Et c'est comme ça qu'ils laissent libre cours à des sauvages qui viennent en France tout détruire, remplacer, s'imposer. Mais ça ne passera pas. Il y a un moment, il va y avoir le réveil. Et le réveil va produire sa belle dynamique. Il y a certains, ils ont cru que ça y est, la colonisation, leur conquête était faite. Les mêmes qui te disent, non, les Juifs ne peuvent revenir comme ça cohabiter avec les Palestiniens parce que, en fait, ils sont toujours dans l'idée de prendre Sion, de gouverner. Ils ont la haine. C'est-à-dire, en fait, est-ce que les Juifs pourraient cohabiter avec des musulmans? Moi, selon moi, oui, parce que c'est une création de talmudiste. Maintenant, animé avec les sionistes, non. Mais en fait, on peut aller plus loin, puisque les juifs modérés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas passés de juifs à chrétiens, les juifs qui... comment dirais-je pour être précis. On a les juifs, on a le Christ qui arrive. De là, on a des judéo-chrétiens, des juifs convertis au christianisme, qui vont suivre la parole de Yeshua Barelli, d'accord, de Jésus, fils de Dieu. Ensuite, 3e, 5e siècle, on a un renouveau. Des juifs qui existent encore, qui ne se sont pas convertis et qui ne veulent pas reconnaître le Messie. Et eux, ils en attendent un autre. Eh bien, ils se disent, on va insulter le christianisme.
C'est ce qu'ils font par le Talmud, Sanhédrin 64a, B, 67b, il me semble, et compagnie, où la Vierge Marie est accusée limite d'être une prostituée et d'avoir été avec un Romain. Je vous laisserai aller consulter cela. À la suite de ça, il y a un renouveau. Ça prend, mais pas assez. On rappelle que dans ces périodes-là, ils ne sont pas en Europe. Ces gens qui font le Talmud, ils sont en Palestine. Ok ? En Israël, peu importe. Parce que Israël renvoie à Benjamin, à Benjamin. Bon. Benjamin qui veut dire celui qui est à la droite. D'accord ? Donc c'est assez étrange quand même, ça aussi. Normalement, celui qui est à la droite de Dieu quand on lit la Bible, notamment avec la révélation Apocalypse, c'est Yeshua Bareli. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas Dieu lui-même et qu'il est fils de Dieu. Mais pas sans ce détail. Les talmudistes essayent de obtenir une certaine possession et puissance dans ces régions. Et c'est là qu'un jour, au 7e siècle, par là, avec Khadija qui fait énormément de commerce dans ces régions, elle va être en relation, alors ça ne sera pas son premier homme, hein, elle aura déjà divorcé, mais elle va se mettre avec Mohamed, un bédouin. Et celui-ci, apparemment, est particulièrement habile pour faire du commerce, même de la communication avec certains. Et c'est là qu'il va être enseigné par un rabbin, même par plusieurs, et qu'on retrouvera après des choses intéressantes que je vous présenterai par le livre de Zacharias. Ce musulman en question, avant qu'il le soit, en fait obtient la révélation et valide les écrits anciens, mais pas le christianisme. Il valide les écrits particuliers des juifs, et même des talmudistes, puisque l'islam sait nier la divinité de Jésus, qu'il n'est pas fils de Dieu, qu'il n'a pas été sacrifié à la croix. D'accord ? Mais il faut y donner une certaine apparence nouvelle. Et c'est là où l'Arabie, à cette époque, apparemment avec la Mecque et tout, était prise à des croyances en plusieurs divinités, à Lillat, Al-Manat, Al-Uzza, et bien d'autres encore, même une forme de Allah, mais qui n'est pas le Dieu comme on le conçoit aujourd'hui. Tout ça, ça le fait pas. C'est les Kouraïches qui gèrent cette zone, dont Mohamed est issu, d'accord, de cette tribu-là. Et finalement, il va être enseigné par les Juifs, il va renverser la donne là-bas, d'accord, il y a après les batailles que l'on connaît, Badr et compagnie, qui vont s'exercer. Et en fait, il va judaïser l'Arabie. Voilà que l'Arabie, finalement, est judaïsée. Et d'ailleurs, les premiers moments de prière, ils se font pas en direction de la Mecque. Ils ne se font pas non plus au niveau de l'Égypte, là où est censée être la Jérusalem terrestre. Non. Tout s'oriente vers la montagne de Sion en Palestine, en Israël. Ok ? Et ça, c'est intéressant. Ça prouve qu'en fait, l'orientation de ces révélations et compagnie le menait à suivre à la baguette la Palestine, tenue par qui à ce moment-là, au niveau de l'influence ? Par les talmudistes. Donc le Mohammed suit les talmudistes. Et c'est là qu'on comprend que, en fait, les Juifs ne devaient plus rester à l'état talmudique, mais devaient passer plutôt à l'état entre guillemets de l'islam, puisque les juifs talmudiques attendent un El-Messie, un sauveur, et que l'islam dans ses écrits et par les hadiths complétés vient à montrer qu'il y a l'attente d'un sauveur, qui est donc El-Mahdi, correspondant en fait à El-Messie. Mais c'est le faux Messie, vous comprenez. C'est-à-dire que les chrétiens, eux, deux millénaires même, excusez-moi, avant, enfin 2 millénaires, non j'exagère, parce que c'est plutôt 7 siècles avant, allez 6 siècles, puisqu'on a les écrits aux alentours de l'an 100, 90 à peu près, savent qu'il y aura un moment, il y aura quelqu'un qui se présentera en Jésus, mais ne le sera pas, en fait ça sera de l'apparence, de la tromperie, un simulacre, pour derrière laisser entendre qu'il doit y avoir un sauveur qui vient, et celui-ci sera l'Antichrist. Ça y est, le tableau est complet. D'accord ? Et c'est pour ça que j'en viens à tout ce développement, pour vous montrer qu'en fait, il y a cette idée de se séparer des Juifs qui sont restés à un premier état, et qui pourraient même cogiter sur l'idée de Jésus, de Adonai, d'accord, de Seigneur Jésus, pour finalement supprimer ces modestes, ces humbles, qui peuvent même vivre parmi les autres, et qui disent, même des rabbins le déclaraient avant la Seconde Guerre mondiale et avant ces mouvements sionistes type Herzl et compagnie dans les années 1893-95, avec le congrès de Bâle et compagnie, c'était l'idée qu'il n'y aura pas de retour à Sion. Donc, quelle Sion déjà, ça intrigue, de la part de l'humain. Ça ne sera pas la volonté de l'humain qui accomplira cela, ça sera la volonté de Dieu qui, par sa main, par son action, œuvrera de façon divine à les ramener là où ils attendent. Et donc pendant ce temps, avec patience, avec complaisance, ils pouvaient vivre avec les autres.
avec donc des chrétiens, des athées en Europe. Et ça ne plaisait pas aux extrémistes, qui particulièrement étaient alimentés par des familles comme Rothschild, ayant la ville Césarée en Palestine, qui eux avaient un tout autre projet, voire même peut-être de présenter leur propre Dieu, Messie ou ce que l'on veut, et qui ont œuvré à ça, à servir le malin. D'accord ? On comprend mieux maintenant que de petites minorités, certains ont été instrumentalisés, que les juifs, majoritairement en fait, étaient pas du tout des acharnés, des haineux des autres, etc., étaient finalement lambda, mais ça ne plaisait pas. Et donc, tous ceux qui étaient classiques, il fallait les supprimer. Et c'est comme ça qu'on a la Seconde Guerre mondiale où Adolf Hitler ne combat pas les protocoles des sages de Sion et nous laisse entendre d'ailleurs qu'il est amoureux de l'islam. On comprend parce qu'en fait, là, c'est ses valeurs talmudiques qu'il exprime. Et il va supprimer tous ceux qui ne sont pas talmudiques, des juifs classiques. Et il va les mettre au camp. Et par fournée. Et par camion. Et par wagon. Et c'est pas des camps pour les faire travailler jusqu'à épuisement et allez, 50 ans après, ils décèdent de mort naturelle. Non, il faut que ce soit du manufacturing de crimes, de génocide. Et comme ça, il restera en juif quasiment que les extrêmes. Mais bon, il s'avère que finalement, il reste encore des gens qui peuvent vivre avec les autres. Mais ça ne plaît pas. Vous comprenez ? Cette extermination est voulue. J'espère être clair. Revenons-en au livre, on a lu pour l'instant que quelques caractères, j'ai beaucoup développé. Dans le cas présent, cela signifie gommer du tableau des milliers d'assassins pris en flagrant délit. Si les assassins sont noirs, on finit par les identifier à des exécutants de deuxième ordre, et l'on se concentre sur ceux qui ont peut-être vendu la meule qui a servi à aiguiser le couteau. Uniquement parce que ceux-là sont blancs. C'est la maladie, non pas de l'amour, mais des socialistes, qui travaillent à voir si un crime noir ou un crime arabe est promis, d'accord, donc d'un arabe ou d'un noir, se fait sur le territoire. Ah mais attends, mais qui lui a vendu l'arme ? Ah mais il y a peut-être une excuse de la situation par rapport à la zone où il habite. Il y aura toujours ce moyen de le déresponsabiliser de ses actes. De dire que ça sera la faute du blanc. Il faut bien remonter un moment ou un autre dans le maillon à la faute du blanc. Parce que le blanc ne l'avait peut-être pas pris dans son entreprise, parce que le blanc n'était peut-être pas resté dans cette mixité sociale dans son quartier, parce que le blanc est peut-être celui qui l'avait insulté ou je ne sais quoi. Ouais, il faut toujours trouver la chose, le moyen de dédouaner le criminel parce qu'il est racisé. Là où normalement il n'y a plus de race. Mais bon. Cet homme, en tout cas, lui, est clairvoyant sur la situation. Voilà le racisme à l'œuvre, le racisme des Blancs, le pire, celui qui dégouline de bonnes intentions. Le racisme des Blancs contre les Blancs, qui en même temps permet d'alimenter la rancœur de certains, comme on l'a vu sur les colonisations, guerres, religions, etc., du koufar, du mécréant, du colonisateur, de tout ce que vous voulez, et ils s'en servent de cette cause, de ces Blancs qui se flagellent jour et nuit, pour attaquer les autres Blancs. Et donc le seul racisme systémique, dans le système, non reconnu comme tel, ce n'est pas celui contre les Noirs, ou les Arabes, ou les Asiatiques, et compagnie, parce que eux, ils ont la discrimination positive. Eux, ils ont le privilège de, lorsqu'ils déposent un dossier pour obtenir un logement, d'être quasiment prioritaires, parce que ceux qui ont les manettes sont socialistes. Et donc pour eux, c'est des petites choses, des petits objets, des petits fragiles, et il faut en prendre soin, il faut les mettre en premier. Donc c'est du racisme anti-blanc. Au passage, si quelqu'un dit ça noir, ça l'arabe, ce qui est à condamner, vous aurez immédiatement des associations financées par les subventions, etc., pour instrumentaliser, mettre en justice et créer médiatiquement tout un phénomène. Maintenant, des Arabes, musulmans, qui vont attaquer des Blancs, par exemple, à leur bal, où ils étaient entre eux tranquillement à faire une petite soirée privée, ça va leur donner des coups de couteau, ça va assassiner en criant « on va tuer du Gouer ». Ça, non, c'est pas raciste. On en a d'autres dans des manifestations, déclarant, là, on avait notamment une femme noire, qu'on pende les Blancs, ou bref, les Blancs, on n'en veut plus. Ça, ce n'est pas raciste. Et on peut citer tellement d'exemples, en fait, aujourd'hui, d'un racisme contre les Blancs dans notre pays qui était majoritairement blanc avant qu'il y ait tout ce remplacement, cette destruction organisée. C'est le seul qui est systémique. Au passage, est-ce que vous avez une association d'un Blanc type Assa Traoré pour dénoncer les violences exercées contre les Blancs? Ça n'existe pas, pourtant il y en a bien. Il y a des contrôles des fois qui sont abusifs. Il y a des Blancs, par exemple, je ne sais pas, sans-abri. Bon, ils ont foutu un peu la merde, mais ils se font carrément massacrer. Est-ce que vous avez des instrumentalisations? Non.
Pareil pour les logements. Il y a des blancs, comme moi, on attend peut-être 4 ans quand... moi, j'ai travaillé dans l'immobilier, et particulièrement dans ce qui est l'attribution des HLM. D'accord ? J'ai vu des dossiers passer sous mes yeux qui étaient minables en termes de revenus. Le type, ça faisait à peine 6 mois, 1 an qu'il avait déposé son dossier, il était déjà passé 2 fois en commission. Donc, c'est-à-dire déjà 2 propositions de logement. Quand toi, sagement, t'attends 4 ans avant d'avoir une proposition. Et on peut continuer. Ceux qui diraient que c'est faux, baladez-vous dans les zones de quartier, entre autres, où il y a les HLM. Et restez-y même une journée. Le paysage, vous croirez d'ailleurs dans un autre pays, mais passons en ce détail. Vous remarquerez surtout qu'il n'y a quasiment pas de blancs. Donc c'est-à-dire que les loyers modérés, qui ont été construits par les financements des blancs, puisque majoritairement, avant qu'il y ait 1960 par là, le regroupement familial, ce sont des blancs qui étaient majoritairement en France, qui travaillaient et qui avaient des comptes épargne, ce que l'on appelle entre autres le livret A. Et c'est le livret A qui, par l'argent de ses contribuables et de ses épargnants, en arrivait à construire des HLM. Non pas pour que ça profite à leurs enfants, mais que ce soit le moyen de faire venir toujours plus d'étrangers. D'abord un qui vient travailler, et puis qui ramène sa famille qui ne travaillera pas et profitera des aides sociales. Et comme il ne payait pas, en plus, dans ses loyers modérés, ce qui était dû, il a été mis en place le système des APL, aide pour le logement. Comme ça, en plus, c'était magnifique. On leur donnait un revenu minimum d'insertion, RMI, on y ajoutait les allocations pour le logement, ce qui leur faisait payer même pas 50 € par mois pour quelque chose en plein centre-ville, quasiment, ou pas loin, on va dire, très bien desservi par les transports en commun, etc. Mais même là, ce n'était pas assez. Ces nouveaux arrivants étaient obligés de nous cracher dessus. Leurs petits hauts, ils ne savaient pas les éduquer, et donc il fallait aller, qu'ils aillent comme ça forcer les parkings, brûler les voitures. Et étrangement, la plupart des voitures, des parkings, des dégradations mobiliers et immobiliers qui s'exerçaient, c'était sur les biens des Blancs. Donc ils savaient très bien qui y visaient. Mais on nous dira qu'il n'y a pas de racisme là-dedans. Et je peux poursuivre encore, il y a tellement de choses à dire. Donc la question métisse n'a pas marché, c'est même un désastre, et on peut aller plus loin, c'est ce qu'on va faire. Le point commun entre l'image du tirailleur et celle de l'immigré est l'innocence fondamentale, la constituante victimaire. Et par définition, une victime n'agit pas, elle subit. Du tirailleur à l'immigré, le noir comme le nègre sont dépourvus de volonté propre. Protégés ou persécutés, ils naviguent au gré des bienfaits ou des exactions dont ils sont les victimes, sans jamais pouvoir influer ni sur les blancs ni sur eux-mêmes. Et s'il leur arrive de brûler les voitures d'un quartier ou de massacrer 1 million de leurs compatriotes, leur capacité à peser sur l'événement reste localisée dans une sorte de pathologie instinctive. Ma propre indignation peut être interprétée comme une mise en abîme qui reproduit le procédé qu'elle prétend dénoncer. Ce procédé, plutôt même celui qui consiste à mettre en cause les blancs avec l'espoir que cela plaira aux autres blancs qui liront ces lignes. Rétablissons donc les perspectives de mon propos. Je ne m'adresse ni aux blancs ni aux noirs, mais aux Français, quelle que soit leur pigmentation. Mon propos est de revisiter ces objets complexes que sont le métissage et les relations entre les races dans une création originale appelée République française. Allons à la page numéro 20. La France et surtout la République sont des outils inégalés, irremplaçables pour atténuer, voire résoudre nos difficultés contemporaines de relations intercommunautaires, à condition d'utiliser le métissage pour ce qu'il est, l'expérience la plus aboutie et la plus claire de la lutte contre le racisme. Cette expérience, c'est mon histoire. J'ai navigué toute mon enfance, entre l'angoisse de mystère de cette négritude affichée par mes gènes et l'attrait incontestable que cette différence exerçait sur mon imaginaire. Il m'a fallu trouver les clés du rapprochement nécessaire entre les deux mondes, des clés, pour une part forgées dans le creuset de la République. C'est dans l'histoire de mon pays que j'ai trouvé l'antidote de ce poison particulièrement anxiogène qu'est le racisme. Il est frappant de constater tout ce que l'itinéraire intellectuel et politique doit aux blessures narcissiques et autres affects douloureux. Rien n'est plus thérapeutique que la culture quand il s'agit de penser des plaies psychiques et de s'accomplir comme être aimant. Ce texte court le risque d'être détesté par tout le monde. La droite réactionnaire est
comptables des futurs racistes de contre-révolutionnaires, les républicains sont des concepteurs de l'expansion coloniale et depuis plus de 30 ans, la gauche libérale est inexorablement attirée par le multiculturalisme, quitte à revendiquer pour les autres ce que l'on ne voudrait surtout pas se voir appliquer à soi-même. Moi, j'aime bien voir l'humanité comme l'arc-en-ciel. D'accord ? Déjà, l'arc-en-ciel, à la base, c'est pas le truc LGBT, c'est bien plus concret, c'est l'alliance de Dieu à Noé, qu'il n'y aura plus de déluge, premièrement. Et l'arc-en-ciel, c'est la diffraction de la lumière. C'est-à-dire, la lumière qui nous apparaissait comme telle est finalement colorée. Et c'est là ces nuances qui existent, ces différences, qui font la force et la beauté de la chose. Eh bien, je pense que pour l'humanité, il en est de même. Il était bon, en fait, d'avoir ces frontières où il y avait des majorités de blancs, des majorités de noirs à un autre endroit, des majorités d'arabes, des majorités d'asiatiques, et on peut comme ça faire, on va dire, les blocs qui existaient. C'était la réussite de Dieu. C'était cet arc-en-ciel de l'humanité. Et qui brillait particulièrement, non pas en se mélangeant et en faisant du métissage et du multiculturalisme, mais justement en existant avec les siens et en offrant la possibilité après de découvrir les autres choses, non pas en les ajoutant, en les implémentant, mais en allant découvrir sur les autres territoires ce qui existe. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui faisait le voyage de l'humanité, l'enrichissement par la différence. Que ce soit en langue, en couleur de peau, en façon de vivre, en religion. Et le problème, ça a été ça. Ces gens qui se sont dit, nous on veut l'arc-en-ciel chez nous. Ça marche pas. Parce que l'arc-en-ciel est fait pour que chaque couleur reste dans un certain périmètre. D'accord ? Et donc si tu viens à vouloir reproduire la même chose, mais hop, à jouer des nuances, non, c'est fini. Si sur un même territoire, tu commences à faire des communautarismes qui finalement vont vouloir bouffer petit à petit, grignoter un peu plus d'espace, tu en aboutiras à ce que certains viennent, soit par mimétisme, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens, à s'assimiler, par exemple à une culture voilà, wesh, ce genre de choses, alors qu'à la base, c'est le bon français qui avait une bonne élocution, comme on voit dans les archives de l'INA, mais aujourd'hui, parler correctement, savoir structurer sa pensée, en arriver à exprimer ce que l'on est, ce que l'on désire, dans un langage, voyez-vous, riche, ça n'existe plus, c'est vu comme le premier de la classe, le fragile, parce que les autres n'ont pas la même culture. Vous comprenez ? J'espère, en tout cas, que je suis assez clair sur ce que j'exprime. On ne peut pas aboutir comme ça à mélanger la palette, ça n'aboutira pas à des choses nettes. Quant à l'extrême gauche, elle est le vecteur traditionnel du sanglot de l'homme blanc. Pour toutes ces raisons, ce texte est politiquement très incorrect. Et c'est pareil, ce gauchiste blanc, comme à Libération d'ailleurs, veulent défendre les minorités, mais vous regardez, ils vivent qu'entre blancs. Mais reproche aux traditionnalistes de le faire. Hein, c'est la dichotomie de « je te dis quelque chose, mais mes actions seront au contraire de ce qui a été annoncé ». C'est la même chose quand on les entend parler des pays africains. Ah, les pauvres pays africains, sous le franc colonial, là, le franc CFA qui a été transformé par la suite, ils n'arrivent pas à trouver des libertés, car en fait, ce sont les Occidentaux trop puissants qui, par des Bolloré et compagnie, arrivent à obtenir des ports, à se mettre premiers dans les transports également routiers, et les dépossèdent. Donc ils laissent entendre que, de notre point de vue occidental, on détecte le problème, on est plus intelligent que les Africains, et encore cette hiérarchisation qui vient pas de la droite mais bien de la gauche, et que les pauvres Africains, en fait, ils sont tellement dénués d'éducation, de compréhension de géopolitique, qu'ils se laissent berner. Allez, c'est la propagande, l'ingénierie sociale, ce sont les dupes, et ça fonctionne très bien. Il y avait un philosophe que j'ai lu récemment, là, qui disait... Il y a celui qui ment, mais pour réussir son mensonge, il a besoin d'un crédule. C'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'on lui ment, mais il veut quand même qu'on le trompe. Et celui qui ment, il sait qu'il n'a pas vraiment trompé sa victime parce qu'elle est au courant, mais que ça va fonctionner comme tel. Et donc pour ce faire, ça aboutira à ce que chacun puisse exprimer une opinion. C'est à peu près ça. Et là, on est sur le même aboutissement, voyez-vous. L'idée de peuple noir, peuple arabe, maghrébin, ce que vous voulez, qui n'arrive pas à se défendre parce qu'il y a toujours une main blanche qui est au-dessus, qui contrôle, soit en mettant un pion particulier en politique qui sera donc corrompu, ou bien en faisant entrer en action des mastodontes d'entreprises avec des financements dépassant des fois même
les moyens des plus riches des pays. Comme s'ils n'avaient pas, dans ces peuples-là, la force de pouvoir s'organiser différemment, de faire du boycott, de monter eux-mêmes leur entreprise. C'est vraiment les faire passer pour des stupides. Et bien ça, c'est ces socialistes, cette gauche, mais qui pourtant trouvent un large public, hein, même parmi les populations venues de là-bas, parce que ça offre cette victimisation, et donc un piédestal pour la haine du blanc. Et une revendication d'indemnisation. Vous me devez, puisque vous avez pris. Et ça irait même plus loin. On peut se conduire après, aux autres, c'est plus la main blanche. Il y a une petite main encore qui est au-dessus. Parce que c'est toujours comme ça que ça peut marcher. Ça fonctionne avec l'idée après que c'est les sionistes. Mais les sionistes, ils n'ont pas seulement déstabilisé la région Israël-Palestine, où là on a des archives officielles, avec des familles Rothschild, avec des discours même portés, du Herzl, qui était capable, dans un premier temps, de proposer Ouganda et d'autres endroits, et finalement, par radicalité et menace des siens, s'en retrouve à faire un autre dessein. Il faut accomplir un destin particulier. Et donc on nous laissera entendre qu'ils gouvernent tous les peuples. Français, britanniques, allemands, même du coup en Afrique, ils sont partout. Sans pouvoir les nommer, bien évidemment. Vous comprenez la folie, en fait, dans laquelle ils tombent. C'est-à-dire, la majorité, c'est elle, normalement, qui a le consentement, qui consomme, qui travaille, qui gère, on va dire, une certaine chose, non. Trop stupide. Enfin. Où on en arrive avec tout ça? Alors, pour ces raisons, ce texte est politiquement très incorrect. Il est patriote, universaliste et républicain. Il met en scène toute la puissance de séduction que peut avoir, pour un descendant d'Africains, la patrie du général Dumas et de son fils Alexandre, celle de Toussaint Louverture, ou encore de Blaise Diagne, député de Saint-Louis du Sénégal, élu en 1910. Un petit instant, déjà 50 minutes. Bon, faut que j'avance, hein. Fin 22. Finalement, ce texte est surtout une page d'amour. De l'amour pour cette France généreuse, féminine, sensuelle. La France du métissage doit sans doute beaucoup à la France de la table et du bon vin. La conception d'un métis commence par un acte d'amour, donc un acte de joie. Les femmes en sont très souvent l'élément déterminant. Bah oui, c'est l'idée. Regardez en France. Vous remarquez pas que c'est plus de femmes blanches qui vont se métisser avec des noirs et des arabes? C'est des traîtres. Qu'il y ait cette expression de l'amour, comme il nous laisse entendre, est une chose. L'amour n'a pas de frontières, pas de pigmentation. Elle dépasse même des fois la chair. Sur l'idée, sur le partage, sur le comportement. Mais remarquez tout de même, c'est intéressant, les mouvements de propagande qui sont exercés. Ce n'est plus de l'amour qui jaillit. Non, c'est un modèle de société qui est façonné. Parce que dans les publicités, dans les films, dans les séries, et encore par d'autres moyens, même les magazines, et l'image a toujours été de mettre un noir avec une blanche. Et lorsque des jeunes sont habitués à voir ces images-là, et plus les critiques de l'homme blanc que l'on a avec tous ces socialistes, la haine de l'Occident et compagnie, vous obtenez des femmes déconstruites, prêtes à adopter la moindre culture différente. Et c'est comme ça que vous en avez certaines qui vont être là, même à carrément renier leur famille, à ne plus s'habiller comme hier et à être en boubou ou encore avec un voile intégral, ce que vous voulez, parce qu'elles n'ont plus la culture qu'elles avaient, elles se sont détachées au nom d'une haine qui a été promotionnée. Et tout ça réussi par ingénierie sociale. Et au fond, c'est pas le vrai amour qui est exercé. C'est un conditionnement. C'est comme dans les médias. On en voyait certaines qui expliquaient qu'elles avaient même changé leur régime alimentaire, mais qu'en soi, elles ne le subissaient pas comme une contrainte, c'était même mieux, quelque part, de plus manger de cochon, quoi. Vous imaginez? Ça change, en gros, sa manière de manger, de se vêtir, de parler, d'aimer le pays ou non. Pour certains, vous leur parlez de la France, si vous commencez à revenir sur la vraie France historique, chrétienne, par la suite aux alentours du XIIe siècle, bien construite également par les royautés, par des hommes blancs, et ce que vous voulez, elles vont détester ça. Elles auront besoin de ce moment où elles entendent qu'il y avait comme ça des afro-islamistes qui venaient depuis l'Espagne pour essayer de faire la conquête. Et elles vont même regretter, comme Adolf Hitler, que quelque part il n'ait pas réussi à cette époque. Ça, c'est la honte. Vous allez les entendre hurler sur un colonialisme, sur la mise en esclavage. Oh, la traite triangulaire.
Mais lorsque vous leur expliquez que l'histoire française leur a été cachée à l'école, et qu'il s'avère qu'aux alentours du Xe siècle, il y avait déjà des femmes blanches qui étaient enlevées pour être dans des harems, que ça a été répété par les barbares, barbaros, aux alentours du XVIIe, XVIIIe siècle, d'accord? Même un peu avant, excusez-moi, aux alentours du XVIe, pour être exact, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, et que des femmes françaises, espagnoles, italiennes, qui étaient blanches, se retrouvaient enlevées pour être dans des harems, que des blancs chrétiens étaient castrés pour être les eunuques. Là c'est l'erreur 404. Ou alors, oh non, mais c'est une autre époque. On ne doit pas en parler. Donc, le curseur de là où l'indignation doit s'arrêter, c'est... ok, ça commence quand l'homme blanc rentre en action. C'est tout ce qui a précédé, tout ce qui était en antécédent, ce qui a précédé. On peut parler donc des barbares qui enlevaient des blanches pour les harems. On peut remonter même en dehors de ces musulmans arabes. On peut en voir des noirs sur des noirs, comme le dirait Pape Ndiaye. Attendez, on remonte encore avant. Tiens, il existait la traite également en Égypte. C'était pas des hommes blancs. Hein, il me semble pas que comme ça les pharaons et les autres étaient des blancs. Et pourtant, ils mettaient en esclavage déjà des peuples. Les slaves également, hop là on remonte un petit peu. Les slaves, ou à Haïti encore le massacre des blancs. C'était des blancs qui massacraient des blancs? Non. Mais toute cette partie-là a été effacée. Vous comprenez? Parce qu'il faut un vivre ensemble. Il faut ce qu'on appellera justement le mythos. Le mythe d'une identité nouvelle. La question métisse. Cet intermédiaire. Et pour ce faire, eh bien, il fallait ne pas déconstruire celui qui arrivait, sinon ça n'aurait pas marché. Il serait rapidement retourné chez lui. Donc pour faire venir cette déconstruction et cette modification, il fallait revoir l'architecture et s'en prendre principalement à l'autochtone, à celui qui est de souche. C'est dingue, hein. Alors regardez, maintenant, on est dans désir, procréation, attirance pour l'ailleurs ou l'étrange en dépit de l'éducation et des préjugés, et parfois à cause de cela. Et si les femmes, quelle que soit leur couleur, jouaient le rôle principal de cette histoire? Les juifs. Alors on va en parler. Alors attendez, hop. Le 18 avril 1946, le tribunal de Nuremberg juge Hans Frank, ancien gouverneur général du reliquat du territoire polonais gouverné par les nazis entre 1939 et 1944. Avec un grand sens de la théâtralité, celui-ci déclare à la cour, je cite, « 1000 ans passeront sans que soit effacée la responsabilité de l'Allemagne dans l'extermination des Juifs d'Europe. » Fin de citation. Le Troisième Reich d'Adolf Hitler pourrait bien en effet durer 1000 ans, mais pas sous l'égide de la tribu aryenne placée par la Providence au firmament des peuples. Non. Le Reich de 1000 ans sera 1000 ans d'opprobre, 1000 ans d'infamie, 1000 ans d'incompréhension et d'incertitude également. Adolf Hitler, le SS, et tous les autres d'ailleurs SS, le Troisième Reich, les chambres à gaz, des noms, des bouts de phrases qui n'en finissent pas d'empoisonner notre 21e siècle. N'en déplaise à tous ceux qui exaspèrent l'obsession judéocentrée de nos contemporains, il existe bien une spécificité de l'extermination des Juifs européens durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, allons plus loin. C'est le vrai mythe du XXe siècle. Cette expression n'a pas le sens que Rosenberg, l'idéologue du nazisme, voulait lui donner. Attention, je vois les couteaux qui s'aiguisent dans l'ombre. Il convient d'abord de reconnaître ce mythe pour ce qu'il est. Un mythe ontologique. Un mythe n'est pas un mensonge ni même une exagération. Un mythe est d'abord une évidence insupportable. C'est la référence absolue qui fonde la société, sa vision d'elle-même. Les mythes d'une nation, d'un peuple, d'une culture suscitent forcément des prêcheurs, des obsessionnels et des négationnistes. Le phénomène absurde qui consiste à nier l'existence des chambres à gaz fait partie du mythe. Un mythe participe de la structure de la société et des individus. Voyez, le mythe aujourd'hui est également la négation du peuple blanc. Et alors attends, je vais juste essayer d'activer parce que là il se fait un peu nuit. De nier le peuple blanc et d'aller plus loin. Alors attendez, hop, en espérant que je ne le fasse pas tomber. Voilà, que ce soit pas trop agressif. Le mythe, bah, c'est l'idée de nier les races pour au final entendre l'autre Judas à la télé, là j'ai plus son nom en tête, qui dira que nous sommes des fins de race et que de toute façon nous sommes voués au métissage. Le phénomène absurde qui consiste à nier l'existence donc des chambres à gaz fait partie du mythe.
La Shoah et son étrange poisson pilote, le négationnisme, font partie des forces structurantes de la psyché occidentale moderne. Oui, notre temps vit constamment à l'heure du souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Les espoirs, les luttes, les projets, les échecs, en ce début du XXIe siècle, sont systématiquement analysés à l'aune de leur hypothétique relation avec le précédent de 39-45, dans lequel Auschwitz tient une place centrale. Ce fut le cas de l'Union européenne, réalisée au nom du « plus jamais ça ». C'est également vrai pour la lutte contre le terrorisme islamique et pour tous les problèmes liés à l'immigration africaine. Chaque fois, Auschwitz se profile en arrière-plan. Telle la statue du commandeur, l'expulsion des sans-papiers ou des Roms est régulièrement assimilée à une résurgence de métastases nationalistes sociales, donc national-socialistes. Allons-nous dans la direction du mal ? Sommes-nous préservés de tout lien avec la bête ? Le Reich de Milan est donc bien devenu 1000 ans de honte, un poison ou une drogue, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour l'Occident tout entier. Que je regarde. Allons un peu plus loin. S'agit-il du fameux nouvel antisémitisme ? On a la question qui est posée. Or, des zones de pourrissement se constituent dans les marges. Le mal est probablement encore durable. Et on espère qu'il soit curable. Mais les feux de détresse sont allumés. Il existe une fracture entre le discours politiquement correct des grands médias à propos des Juifs et celui d'une population très contrastée, qui mêle la jeunesse issue des quartiers, musulmans, les catholiques traditionnalistes, et, c'est nouveau, une partie des classes moyennes déchristianisées. C'est-à-dire ceux aujourd'hui qui sont ni musulmans, ni catholiques, ils peuvent être athées, mais au vu de ce qu'ils voient par exemple en Palestine avec le conflit israélo-palestinien, eh bien ils en arrivent à être dans une nouvelle forme d'antisémitisme. Ils en veulent aux Juifs. Mais il dit « Je ne crois pas que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut plutôt y voir une forme de contestation du conformisme des élites, la mise en cause d'une pudeur sociale balancée par la crainte de ceux qui ne veulent pas se retrouver en porte-à-faux avec le discours majoritaire. Ces ferments de discorde méritent un véritable débat sur la question raciale en France, à condition de le libeller à son enseigne. Le métissage ethnique, biologique et culturel qui est la marque de notre éthique nationale. Membre de la direction du Front National après avoir passé 20 ans au Parti communiste, le philosophe Alain Soral dénonce avec constance sur son site internet le politiquement correct en matière de droits de l'homme. Et Soral, il me fait penser aussi à Papacito. Ça dénonce le remplacement, les idées des relations entre blancs et les autres, mais c'est les premiers à avoir des rapports sexuels avec des noirs et d'autres, des maghrébines et compagnie. On a l'impression que c'est un peu du Jean-Luc Mélenchon aussi. Il invoque tantôt la laïcité, tantôt la liberté d'expression pour résister à ce qu'il qualifie de climat de judéomanie délirante. Ce syndrome, principalement audiovisuel, serait, selon lui, à déceler derrière les lynchages médiatiques à répétition dont étaient victimes des personnalités aussi différentes que François Mitterrand, pour son amitié avec Bousquet, l'abbé Pierre, pour sa fidélité à Roger Garaudy, Dieudonné, pour son Seg à Israël, dans une émission de télévision, ou le dessinateur Ciné, pour avoir caricaturé Jean Sarkozy, le fils du président, au bras de sa fiancée juive dans l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Alors... Les fonctionnalistes, dont le docteur Nolte est la figure la plus connue, ont très judicieusement souligné à quel point les crimes du stalinisme ou ceux du léninisme émargent en nombre absolu de victimes à des niveaux tels qu'ils renvoient les nazis à la case, sinon artisanale, du moins à celle de la petite moyenne entreprise. Là où le Troisième Reich compte en millions les bolcheviks et leurs continuateurs maoïstes comptent en dizaines de millions. Il s'agit néanmoins d'un terrain contestable qui réunit dans une improbable catégorie l'épouvante et la statistique comptable. Devenus relativistes, tout à leur obsession anti-bolchevique, les fonctionnalistes ont en outre minoré les aspects raciaux de l'agression nazie. Leur thèse est connue. Contrairement aux communistes, les nazis n'avaient pas de projet structuré. L'histoire du Troisième Reich se résumerait, selon eux, à la remarquable réussite d'une bande de gangsters opportunistes qui auraient surfé sur la peur légitime du peuple allemand après la révolution d'octobre. Que je regarde.
Les intentionnalistes eurent, eux, le mérite de rappeler le rôle central joué par la question raciale dans l'idéologie au pouvoir dans l'Allemagne en guerre et l'énigme que constitue d'ailleurs la persistance et l'accélération de l'extermination dans sa lutte à mort avec l'armée rouge. Après, ils vont continuer, mais nous allons à la page numéro 33, 1h04. Allez, on essaye au moins d'accéder au deuxième chapitre, ça serait cool. Au sortir de la Révolution française, le judaïsme, à la fois entité religieuse et groupe ethnique, amorce une évolution graduelle vers l'assimilation. Tout au long du XIXe siècle, en France, en Allemagne, en Angleterre, la bourgeoisie juive ne recule pas devant une forme de dilution dans le creuset de la nouvelle société, industrielle et capitaliste. Peut-être n'a-t-on pas suffisamment mesuré l'impact psychologique de ce phénomène sur le monde d'alors, marqué par le bouillonnement des nationalités. Tant que cette minorité était restée cantonnée dans ses quartiers et ses métiers spécifiques, la société d'ordre d'Ancien Régime n'avait pas été troublée. C'est au contraire l'assimilation qui pose les prémices de la fameuse question juive. Dès lors que s'opère le grand tournant de l'assimilation, une angoisse nouvelle saisit les gentils, exprimée à travers l'étrange accusation de cosmopolitisme. Quoi de plus haïssable chez les Juifs que ce talent pour dissimuler, pour nous ressembler? Quoi de plus terrible que leur appartenance à toutes les nations? Ils parlent comme nous, s'habillent comme nous imitent. La vulgate anti-juive insiste sur les talents de plagiaire des artistes juifs. Ce sont des bons interprètes, jamais des créateurs, proclame-t-elle. Du cosmopolitisme au métissage universel, le saut qualitatif est tentant. Ce lien fantasmagorique entre capitalisme, judaïsme et dilution des caractères nationaux est promis à un avenir fécond. Je cite « Cette pièce apparaît également dépourvue d'invention. Ceci rappelle une constatation que rien n'a encore démentie, c'est que si la nature les métis, alors je pense qu'il voulait plutôt dire des métis, les a servis d'une manière particulière en leur donnant une aptitude merveilleuse à exercer tous les arts d'imitation, elle semble cependant leur avoir refusé cet élan de sentiment et du génie qui produit seul des conceptions originales. Donc ils ne seraient que copistes sans jamais avoir d'inspiration propre. Fin de citation. Ces propos que l'on croirait extraits du manuel du parfait antisémite sont en fait destinés à qualifier l'œuvre du mulâtre Joseph Bologne de Saint-Georges, dit Saint-Georges, musicien prodige de la fin du XVIIIe siècle. Sa vie durant, il eut à endurer ce genre de commentaires que les artistes juifs connaîtront un siècle plus tard. Le plagiat, la faculté de faire semblant d'être ce que l'on n'est pas capable d'être, voilà bien une tare purement métisse. Alexandre Dumas l'apprit également à ses dépens. Le métis comme le juif sont des plagiaires par essence, des plagiaires génétiques en quelque sorte. Dans une forme particulière d'homothétie qu'il est difficile d'analyser, le métis semble étrangement marqué par l'empreinte de la métisse des Grecs, déesse de la ruse et de l'intelligence. Et si la question juive était d'abord une question de ressemblance, de mélange, d'assimilation et non pas, comme on tend à vouloir nous en persuader, une question exogène qui place le peuple juif en altérité permanente, victime expiatoire de l'esprit de prédation des chrétiens? Imaginons que l'exterminationnisme hitlérien puise son ardeur dans la haine de soi, et non pas dans la crainte des autres. Ce que les nazis combattent radicalement chez les juifs aurait été le reflet d'eux-mêmes, mais dilué, impur, mélangé à de l'ailleurs, ce qui rend effectivement l'identification impossible. La rage et l'extrême violence de l'extermination sont peut-être à rechercher dans la hantise des chefs nazis d'être semblables aux juifs, dans cette angoisse de la dislocation qui explique le caractère particulièrement atroce des guerres civiles. Et on remarquera que Fabrice Olivet, il est brillant sur sa plume. On peut y ajouter l'idée que Hitler parle des protocoles des sages de Sion à dénoncer, comme quoi c'est une petite caste de juifs qui s'attelle à renverser le peuple européen pour le métisser, et surtout la pièce centrale qui est sous les feux des projecteurs. Et vous, dans les viseurs de tous, c'est la chrétienté. Et que fait Hitler? Il dit que le christianisme, finalement, est le précepte même du socialisme, voyez-vous, ce qui est à la base du socialisme, et que ça rend les gens trop mous.
miséricordieux, gentil avec les faibles, aidant à laisser en vie ceux qui ne devraient pas, qui coûtent à la société. D'où après le programme de l'opération Action T4. Mais vous remarquerez là que ce qu'écrit Fabrice Olivet, les nazis détestent les juifs, mais en fait quelque part, ils se détestent eux-mêmes, c'est comme si c'était une projection, vous voyez, ils se voient dans le miroir, puisqu'ils sont semblables aux juifs, talmudistes particulièrement, qui s'en prennent aux chrétiens. Eux-mêmes vont produire cela. Lorsque l'autre est autre, mais aussi un peu soi-même, il faut lui faire beaucoup de mal pour marquer définitivement sa différence, et ne pas être tenté à son tour de changer de camp. La haine de soi plus que la peur des autres, la crainte du métissage plus que l'hostilité à une minorité inassimilable, telle est l'hypothèse des pages qui vont suivre pour tenter d'expliquer l'un des ressorts du plus grand crime du XXe siècle. Nous avons cru le nazisme coupable de crimes contre l'autre, alors qu'il est aussi coupable de crimes contre soi. Quel bouleversement! Si la Shoah est d'abord une automutilation européenne, cela change bien des perspectives. La guerre civile européenne a bien eu lieu, mais pas selon les termes chers au docteur Nolte. Si les fondements sont bien ceux du premier conflit mondial et de la révolution russe, son déroulement est celui de l'éradication d'une part de l'Europe par elle-même. Pourquoi tuer des juifs? D'abord, parce qu'ils sont nous, qu'ils sont dans la maison sans être vus. Parce que, comme le précise en 1941 le commentaire nasillard 1000 fois entendu de l'exposition parisienne, je cite, « Le juif et la France, les juifs n'ont pas la peau bleue ». Fin de citation. La métisse des Grecs, à la fois duale, sombre et raffinée. La métisse des Grecs est terrible. Elle est intelligence et ruse à la fois, prudence et perfidie. Elle trompe les mortels pour mieux les dominer. Métisse est fille de Thétis, elle-même fille de Nérée, le vieillard de la mer. Comme toutes les divinités marines, Thétis a transmis à sa fille le don de transformation. Métisse se transforme et en cela, elle est femme, car la femme est ruse et dissimulation. Métisse est donc un pléonasme, mais là encore, ne vous y fiez pas. Métisse est fille d'Océan, l'aîné des titans, lui-même fils de Gaïa, la terre. Métisse est donc aussi une divinité chtonienne, qui vient du roc, du solide. Terre, eau, boue, femme, métisse est de partout, de nulle part, métisse est universel. Tac, 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 40, est-ce que j'avais mis la page 39? Non, fin 40. Fichte, dans son discours à la nation allemande en 1807, insiste sur l'opposition entre la pureté linguistique de la langue allemande, le Hochdeutsch, parlé par Luther, et l'abâtardissement répété des langues latines. Par essence, le germain est pur. C'est même ce qui le distingue du latin ou du celte. Celui-ci, envahi par celui-là, est soumis à de multiples influences cosmopolites. Le germain est pur, car il est indompté, ou supposé tel dans les profondeurs septentrionales. L'archéologue et philologue Otto Jahn, folkloriste, ne dédaignant pas de porter à la ville le costume du guerrier teuton, établit au milieu du XIXe siècle un lien direct de filiation entre l'allemand moderne et le monde germanique décrit par Tacite, une absurdité scientifique, comme le rappelle Patrick J. Guéry. Je vais les citer. Dans l'Antiquité tardive, il est souvent difficile de savoir quelles étaient les langues parlées par des peuples différents. En réalité, certains détails semblent indiquer que ces peuples parlaient plusieurs langues, et c'est pour ça d'ailleurs même que nous on aura les langues romanes, un peu un mélange de différents moyens de communication, de différents langages. Les peuplades barbares décrites par les Romains restent assez mystérieuses du point de vue ethnologique. Les textes latins dépoussiérés par la Renaissance vont influencer Luther et ses continuateurs jusqu'à l'aube du romantisme allemand. La race allemande est forte et puissante, parce qu'elle est reliée génétiquement aux Goths, aux Alamans, aux Bourgondes, aux Vandales et aux Francs vainqueurs de l'Empire romain décadent. Le racisme biologique, la pureté de sang des lignages et des peuples, l'idée de race bien distincte, chacune dotée de ses caractères, est alors une notion partagée par bon nombre d'Européens, y compris en France. C'est sur ces soubassements que va prospérer le paternalisme colonial au XIXe siècle. N'oublions pas que l'une des bibles racistes, l'Essai sur l'inégalité des races humaines, est publiée en 1853 par un Français
le comte Joseph Arthur de Gobineau. Il popularise un racisme dit scientifique, paradoxalement influencé par les Lumières, qui va connaître une notoriété de salon dans les milieux courtisans du Second Empire. Mais nul n'étant prophète en son pays, Gobineau n'a jamais été très lu en France. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire, c'est l'autre rive du Rhin qui accueille avec enthousiasme à la fin du XIXe siècle la figure improbable de l'Arien aux yeux bleus, venu des reliefs caucasiens pour soumettre les peuplades inférieures. Vous m'excuserez, après quasiment 1h15. Ma bouche mange quelques mots. Tac, 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 tac. Ainsi, à l'aube du premier conflit mondial, l'empereur Guillaume II croyait-il dur comme fer au compte sur les enfants blonds de Gobineau et de son continuateur Houston Stewart Chamberlain. Entre la France et l'Allemagne, le contentieux n'est pas seulement frontalier et il ne se résume pas à une compétition entre deux nationalismes concurrents avec l'Alsace et la Lorraine en pomme de discorde. Il y a antipathie de culture, une antipathie où la question raciale est centrale. C'est la confrontation de deux visions antagonistes du rôle joué par la race et le métissage dans la construction de l'identité. Tout cela crée un substrat, une ambiance générale qui va peser sur la manière dont les Français et les Allemands se perçoivent mutuellement dès le début du XXe siècle. La vision fichteenne, qui oppose profondeur germanique et mobilité latine, est une clé de compréhension du psychisme hitlérien, quand le futur dictateur parle de la France dans son livre « Programme Mein Kampf ». Je le cite. « La France est et reste l'ennemi que nous avons le plus à craindre, car la contamination du sang nègre sur le Rhin répond aussi bien à la soif de vengeance qu'au froid calcul du juif qui voit le moyen de commencer le métissage du continent européen en son centre. » Fin de citation, écrit Adolf Hitler. Tout est dit ou presque. Adolf, qui en 1925 n'est encore qu'un putschiste de brasserie, ajoute à l'antagonisme franco-allemand un élément, l'accusation de négrophilie, le fil conducteur de cette phobie typiquement hitlérienne étant la peur de la contamination. Pourquoi la France est-elle l'ennemi irréductible de l'Allemagne selon lui ? Parce que la France est par définition une nation métisse qui propage son poison moral et génétique au même rythme que la syphilis, le mal français, par excellence. La France est une anti-Allemagne par sa doctrine qui prône l'union de tous les peuples au sein de la République universelle, mais aussi par ses pratiques sexuelles et coloniales. Dans la Vulgate nazie, la France est d'abord et avant tout une nation négrifiée, qui vise à introduire le nègre au cœur de l'Europe. La sensualité française, le goût des Français pour l'amour physique, combiné à la doctrine pestilentielle de fraternité du genre humain, voilà des ingrédients propres à introduire les germes d'un métissage généralisé dans la citadelle aryenne. Mein Kampf regorge d'allusions à la France négrifiée. Pour le lecteur français du XXIe siècle, il est difficile de comprendre cette obsession, qui semble au pire imbécile, au mieux surréaliste. Eliaka M. Boccolo nous donne un éclairage intéressant lorsqu'il rappelle le coup de tonnerre que représenta en 1937 la nomination du noir Gaston Monerville au sous-secrétariat d'État aux colonies dans le gouvernement Camille Chotan. Je cite. « La France a adopté une politique indigène qui, outre qu'elle est une folie pour la nation française elle-même, est un danger pour les autres nations de l'Europe. Car cette action, qui dépasse le cadre purement politique pour rencontrer le cadre biologique, doit être dénoncée à l'opinion publique mondiale, là où existe une race incontestablement supérieure à celle de couleur que la France voudrait implanter au cœur de l'Europe. » Fin de citation. Ce commentaire, publié dans l'Asione coloniale du Dus, alors occupé à digérer péniblement sa conquête éthiopienne, donne le ton qui prévaut alors dans les milieux autoritaires. Voilà pourquoi la première grande préoccupation, opération de propagande nazie fut orchestrée autour d'un appel à la résistance à l'occupation française de la Ruhr, relayée par une campagne de presse connue sous l'appellation mystérieuse de la honte noire, dit Schwarze-Schande. L'importance primordiale de l'argumentation alors développée doit être soulignée pour appréhender ce qui terrifie réellement les nazis quand ils formulent la question juive. La France, alliée des Juifs, est le fourrier du métissage universel et comme tel, l'ennemi implacable du peuple allemand. Comme 90% des aphorismes hitlériens, cette affirmation est sinon
absurde, du moins totalement baroque, sur le plan sociologique. Elle était pourtant pieusement commentée au sein des familles allemandes. Les docteurs en droit du Parti national-socialiste envisageront sérieusement les conséquences politiques internationalistes de l'introduction par les Français des mulâtres syphilitiques sur le sol germanique 10 ans plus tôt. Dès l'accession au pouvoir de Hitler, la législation allemande s'empresse d'interdire par décret toute relation sexuelle entre noirs et blancs. Il y en a qui diraient oui, c'est totalement raciste, ignoble. Ah, écoutez, moi je sais pas, j'avoue que ça fait quand même beaucoup réfléchir. Il y a de l'horreur dans les propos, ça il faut clairement le signifier. Quand il est question d'humains et des autres qui ne seraient pas des humains, je trouve ça inacceptable. Quand il est interdit des rapports entre, par exemple, hommes noirs, femmes noires, homme noir plutôt avec femme blanche et homme blanc avec femme noire, entre autres, on pourrait en avoir d'autres des explications. D'un côté, ça peut paraître une sorte de privation de liberté, mais de l'autre, c'est aussi du bon sens. Parce que quand on fait un système général, ça conduit à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en effet, Fabrice Olivet, quand il nous dit « lire aujourd'hui ça au XXIe siècle » peut nous paraître absurde de se poser la question de la place, je ne sais pas, de telle et telle ethnie en France, et même en Allemagne. Ça peut paraître absurde puisque c'est devenu le quotidien. Mais c'est là où on a oublié notre histoire. Où nous étions majoritaires, nous devenons minoritaires. Et je pense que souvent, il y en a qui disent « oui, on est la minorité ». Non. La vraie minorité sur cette terre, c'est les Blancs. En Afrique, il n'y en a quasiment pas. En Amérique, c'est du 50-50, mais ça commence de plus en plus à basculer. En Europe, eh bien, c'était le seul endroit où vraiment on pouvait dire... Vous voyez, en Afrique, par exemple, allez, de la moitié de l'Afrique jusqu'à son sud, c'est majoritairement noir. Au nord, c'est majoritairement maghrébin, donc arabe, on va dire, par les croisements, même s'il y a un peu des deux, entre maghrébin et arabe. Vous allez en Chine, c'est majoritairement des Chinois asiatiques. D'accord ? Comme ça, on peut faire tout le tour de la planète. Il n'y a qu'en Europe où ça a été bousculé, où nous étions donc une majorité de blancs. C'est pas une honte, c'est pas une haine ou un mouvement de suprématie, pas du tout. C'est une réalité. Mais on a été remplacés. Et les métissages font que les enfants à venir seront de moins en moins blancs, et que dans le paysage, puisqu'il y a toujours des nouvelles arrivées, des croisements, et bien en fait, on va arriver à un moment où le blanc sera vraiment la toute petite minorité. Il n'existera quasiment pas en Afrique, quasiment pas en Asie, peu en Amérique, et en Europe, il sera devenu minoritaire. C'est ce qu'on appelle un génocide par substitution. Il y en a qui disent, oui, un génocide, quand il y a une guerre, au Rwanda, bon, ils en parlent peu, et ce qui est étrange d'ailleurs, ce qui se passe au Congo et tout, ça va pas toucher les musulmans. D'accord ? Ils vont pas dire que ça, c'est une action, un événement eschatologique. Par contre, quand ça touche la Palestine, c'est eschatologique. Donc on voit déjà leurs variables en termes d'humanité et de revendication, voyez-vous, pour la paix, pour l'amour des humains et tout ce qu'on veut. Mais enlevons ce détail. Restons concentrés. Vous remarquerez que les Africains, les socialistes, les musulmans dénoncent un génocide en Palestine, une colonisation en Palestine, mais ferment les yeux sur la colonisation en Europe de ces mêmes gens, voyez-vous, de ces mêmes gens, on va dire ça comme ça, qui revendiquent, soi-disant, qu'il y a une colonisation ailleurs, et qui font un génocide par substitution, du fait du métissage. C'est quand même dingue. Alors après, on pourra me dire que c'est extrême. Je vous laisse l'avis contraire. C'est pour ça que Fabrice Olivet est plutôt dans la dénonciation de la chose. Je prends acte de ce qu'il écrit, il y a des choses, je crois que c'est l'une des meilleures plumes que j'ai pu consulter jusque-là. Il me remet en question, ça oui, parce qu'il ne faut pas être dans une persuasion, ça ne sert à rien, sinon c'est que de l'apparence et voyez-vous, une simulation, non. Mais néanmoins, pour moi, il y avait des idées comme les mariages noirs-blancs, il aurait peut-être fallu mettre des quotas. Mettre un quota sur l'amour, ça veut dire que elle, c'était réel, elle peut pas, c'est pas grave, elle attendra son tour. Si c'est réel, elle attendra 5 ans ou 6 ans pour pouvoir se marier, avoir une vraie relation.
malheureusement, n'a plus le bon sens. Aujourd'hui, c'est la fornication. Là où hier, il y avait fiançailles puis mariage, aujourd'hui, c'est du débroussaillage, quoi. Ah, ils s'aventurent, hop, ils vont là, ah, ça les intéresse pas, ils vont ailleurs. C'est catastrophique. Comme le montre Catherine Cockry-Vidrovitch, à la suite de Serge Billet, les historiens sous-estiment la place prise par une hypothétique question noire dans l'imaginaire nazi. C'est pourquoi les étapes de l'agression hitlérienne menée contre la France sont significatives de cette obsession. Le pire des cancers français, c'est la dilection de la grande nation pour les nègres. On lira la suite plus tard. On va s'arrêter à la page 46, alors que je regarde juste 48 s'il y avait quelque chose quand même. Ah, on va faire 48, et on se laissera sur ça. Les propos du général Mangin sont toujours empreints de cette forme de sollicitude qui ne s'exerce que sur des êtres jugés inférieurs sur des plans intellectuels et culturels. Les Noirs font de bons soldats, car ils sont sans malice. Comme les enfants, ils sont reconnaissants à qui les traite bien. Ils sont en outre considérés comme athlétiques, rustiques, endurants, et faisant preuve d'absence de nervosité au combat, comme le rappelle le vocabulaire zootechnique des militaires. Dans le même temps, le colonialisme français s'appuie aussi sur une doctrine d'assimilation des peuples soumis. Pourquoi exclure l'armée de la logique civilisatrice de la plus grande France ? Blaise Diagne, sur la personnalité duquel nous reviendrons, apporte à Mangin sa crédibilité au premier noir député du Sénégal et commissaire de la République pour le recrutement de la main-d'œuvre en Afrique occidentale française. Faut pas oublier, hein. C'est des Noirs qui ont recruté des Noirs. C'est des Noirs qui ont asservi des Noirs pour les emmener après, soit à faire du commerce, soit à entrer en guerre et compagnie. Pareil, les Africains du Nord, lorsqu'ils sont, par quelques dizaines de milliers, venus rejoindre les millions de combattants blancs français pendant la Seconde Guerre mondiale, certains s'y sont attelés par peur de ce que pourrait advenir la colonisation. C'est-à-dire, le traitement français était plutôt correct. Mais maintenant, si c'était plus les Français qui administraient les zones comme l'Algérie ou autres, et qu'à la place c'était des Allemands, et particulièrement ceux qui suivent la fureur de Hitler, et qu'on connaissait ses écrits par Mon combat et ses propos de non-appréciation de certaines populations jugées inférieures, on peut se douter que tirailleurs sénégalais comme maghrébins entre marocains, algériens, tunisiens et compagnie étaient en soi inquiétés de ce que pourrait advenir un renversement non plus de l'administration française par cette colonisation, mais à la place du Reich allemand, des nazis. Donc souvent on nous laisse entendre que soit ils ont été embrigadés de force, soit ils se sont courageusement portés volontaires à faire le combat, mais on oublie principalement que tout fonctionne par la peur de l'humain, et que certains se sont dit on va laisser la famille à l'abri au bled, par contre on va s'engager pour éviter ce qui pourrait advenir. Mais ça, pareil, les historiens étrangement ne veulent pas voir cette réalité. Et ceux qui promotionnent comme ça dans l'espace public qu'il n'y avait que des héros, des victorieux, des vaillants qui venaient, mais enfin, ils écrivent des contes. La réalité livre des contes totalement différents. Nous ne sommes pas sur l'histoire, nous sommes sur la vraie histoire. Nous sommes sur les choses établies par les chiffres, établies par les stratégies. Ce qui n'a donc rien à voir avec cette invention de toujours mettre et les victimes, voyez-vous, en même temps les héros, les courageux, les meilleurs, les plus beaux. On comprend. On comprend la propagande. Ça prend avec les crédules, pas avec les gens dotés d'intelligence comme je peux l'être. Et ça fait mal d'ailleurs à certains. Et oui, hein, j'ai 27 ans, j'en ai vu un là, il est encore en train de passer des jours et des jours de répétition. Repeat, repeat, repeat. Ça, t'en as pas marre, t'es pas fatigué. Et je sais que tu consultes mes vidéos. T'en as pas marre. Tu penses que j'ai quoi, 35 ans, 40 ans? Non. Toi, par contre, t'as mal parce que t'as 40, 42, 45, je sais pas trop exactement. T'apprécierais être déjà plus jeune, premièrement. Secondo, tu regrettes que t'aies rien, en fait. Pas de chez toi, pas de voiture, pas de permis, pas de femme, pas d'enfant, pas de famille. Et c'est ça que ça te fait mal. Tu sais que de mon côté, ça entraîne les réussites. Tu vois qu'à 27 ans, il y a déjà des centaines de lectures derrière moi. Et que là, d'ici les 2-3 semaines, vous verrez enfin mon nouveau domicile avec en arrière-plan ma bibliothèque quasiment en son intégralité. Et il y aura des nouveaux formats.
Et vous pourrez même sélectionner des fois, je vais voir pour faire des directs, et tac, vous choisirez quelle thématique on va aborder, est-ce qu'on peut la lier à l'actualité, si vous souhaitez réagir, et autres. Et je vais essayer de produire des nouveaux concepts. En dehors, bien évidemment, de ce qui doit rapporter les pépettes, puisqu'on ne part pas en vacances gratuitement. Hein. Il y en a qui veulent laisser entendre que je suis au minima. Alors, je serais quand même sacrément champion pour payer un loyer à quasiment 600 balles. Partir en vacances, là récemment, c'était Majorque. L'année dernière, j'étais parti pendant un mois près de Gibraltar, un peu plus au sud encore, à Berrer de la Frontera. Plus les activités, plus bref, vous voyez très bien les choses. Ça tient pas. J'ai pas à justifier en soi de ma vie personnelle, mais c'est pour montrer que... Et il y en a, ils ajoutent des filtres. Et ils sont dans un fractionnement de l'esprit schizophrénique. Ils ont une petite voix. Comme ça. Elle les mitraille. Et donc, comme ils pensent pouvoir faire un descriptif de « Ah, il n'a pas eu son bac. Ah, il a été en prison. Ah, et compagnie. » Voyez. Et en fait, il n'a jamais rien pour appuyer ça. Mais il est obligé de rentrer dans son mensonge. Comme d'ajouter après ses problèmes d'hémorroïdes. Ça lui fait mal, oui. Ça lui fait mal au derrière de voir certains qui sont beaucoup plus compétents, sans forcément être passés par des bacs plus 5 ou autres, qui peuvent exercer des métiers sans forcément, voyez-vous, avoir eu besoin de justifier de certains diplômes. Enfin bon, on pourrait continuer plus longuement, mais je ne vais pas vous perdre. Là, c'était une divagation de fin de direct. Ça arrive très très rarement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir été présent. Alors, je continue à travailler aussi mon lexique pour varier les mots employés lors de ces directs et j'essaie d'être le plus fluide possible. Il y en a même certains, pour vous dire, ils pensent que quand je parle, là comme ça, là, sans lire les livres, j'ai en fait un script. C'est-à-dire, j'ai eu le temps d'être à la fois dans ma vie personnelle, à faire la bouffe, le ménage, les sorties, le travail. En plus de ça, j'ai le temps d'être sur les réseaux sociaux type Twitter, regarder un peu l'actualité, de lire des livres, puisqu'avant de vous les présenter, il faut que j'ai les références, les pages qui vont être lues, etc. Et j'ai aussi eu le temps apparemment pour troller. Hein. Il y en a un qui croit que je lui envoie des mails depuis je sais pas combien de temps, alors que je lui montre ma boîte mail en direct. Je suis harcelé également par les mêmes types qui m'envoient des documents, et c'est même par ça que notamment j'avais fait une recherche sur l'islam. Je vous en avais fait part, c'était sur... Ah, je sais plus, il faudrait retrouver la vidéo, elle a quelques mois maintenant. Mais en fait, je recevais des mails avec des fois des dizaines, vingtaines de photos, des trucs, regarde, c'est les juifs ça, regarde, les musulmans ont raison, en gros, les chrétiens sont dans le faux, qu'est-ce qu'est la bête de l'événement, bref, plein de mails comme ça, Proton Mail et les autres. Et le débilos, comment dirais-je, qui fait également ses directs, il m'accuse que ça soit moi qui soit la base de ça. Donc imaginez mes journées comment elles devraient être pleines. Plus le temps de troller, bref. Vous comprenez, ça tient pas la route. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je ne sais même plus où je voulais aboutir avec tous ces développements. Mais voilà, si c'était pour dire, et en plus j'aurais pas le temps de mettre un script comme ça et même d'avoir une telle fluidité quand je parle. Vous voyez bien la différence de quand je lis et quand je parle. Dans ma lecture, il y a souvent des petits moments où je mâchouille. J'ai des petits problèmes également des fois d'inversion de lettres et tout, mais bref, passons ce détail. Quoi qu'il en soit, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Et oui, la vision, l'audition, c'est ce que je vous offre avec les contenus. J'espère qu'intérieurement vous avez un mouvement là. Le V, le A, allez, ça va de soi. Et ça va surtout intérieurement de ses sens. Trouver le bon sens pour accéder à la réflexion, réfléchir la lumière et en arriver à une bonne réaction, à briller. Alléluia, à très bientôt.